Bonsoir, bienvenue au webinaire de la profession du Conseil national de l'Ordre des architectes. Ce soir, au menu, nous allons parler de l'habitat participatif. Alors, dans une société de plus en plus résiliente, ce qui était autrefois une pratique marginale devient une pratique émergente, incontournable. Alors, concrètement, quels sont les enjeux pour notre profession? Quels en sont le cadre, les limites, le champ d'exploration et d'opportunité? Pour parler de tout cela, nous avons réuni Pierre-Charles Maret, coprésident de Habitat Participatif France, architecte et AMO en habitat participatif à Reguin. Celui-ci viendra nous poser un état des lieux, une photographie. Qu'est-ce que c'est l'habitat participatif en France aujourd'hui? Quelques notions. Ensuite, nous enchaînerons avec Pauline Hay, qui est architecte DE, chargée de projet à l'atelier associé, ex-atelier Philippe Madec. Elle nous fera un retour d'expérience, travailler avec un groupe d'habitants, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et elle nous parlera plus particulièrement du projet des Bretonnières à Angers. Ensuite, nous aurons Karine-Marie Leray, architecte et urbaniste, formée aux démarches participatives et enseignante à l'ENSA de Nantes en licence. Avec elle, nous aborderons des questions de méthodologie, de posture. Qu'est-ce que c'est qu'être architecte dans le cadre de l'habitat participatif? Et nous finirons par monsieur Bruno Foucal, architecte des PLG, assistant à la maîtrise d'ouvrage, assistance à la maîtrise d'usage, AMO, AMU, en médiation architecturale et démarche participative au sein du collectif Échafaudé, membre du réseau RAP, RAHP, réseau des accompagnateurs professionnels de l'habitat participatif. Et avec lui, nous évoquerons la fameuse clause pour laquelle nous sommes en partie réunis ce soir, qui a été portée par le Conseil national et qui tente à accompagner cette nouvelle pratique, plus plein d'autres recommandations et friandises que nous découvrirons tout à l'heure. Pierre-Charles, la parole est à toi. Merci. Bon, vivement la clause, alors on va rigoler avec la clause, c'est bien. Alors l'habitat participatif, en effet, donc c'est une forme de production de l'habitat collectif qui associe les habitants. Alors c'est une forme d'habitat qui vient de processus historiques longs. On pourrait parler des processus utopiques de la fin du 19e siècle ou des castors de l'après-guerre. Mais l'habitat participatif se popularise, on va dire, depuis notamment la loi Allure et l'inscription d'une définition au Code de la construction et de l'habitation, et qui définit 3 éléments clés de définition. Donc la conception de l'habitat par les habitants eux-mêmes, c'est-à-dire la présence des habitants très en amont de la livraison, notamment lors des phases de programmation et de conception architecturale. Cette conception en amont va permettre de réaliser des programmes qui incluent pas seulement des espaces privatifs, mais également des espaces mutualisés, qui vont du coup prendre d'autres caractéristiques qui sont intéressantes dans ce qui nous renouvelle l'architecture et les usages, et qui vont être gérés après la livraison par les habitants eux-mêmes. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a recensé environ 1200 projets au niveau national, avec une croissance assez importante d'environ 15% par an, qui reste néanmoins un petit peu freinée par les difficultés de la construction ces dernières années. Et une nouvelle tendance, c'est l'essor des projets en réhabilitation. On a aujourd'hui plus de la moitié des projets qui sont des réhabilitations de lieux existants. 2 dynamiques en particulier qu'on constate ces dernières années. Un essor des projets en particulier au sein des ruralités en réhabilitation et porté par des collectifs en autopromotion. Je dirais un petit peu plus loin ce dont il s'agit, et qui se manifeste aujourd'hui avec un signal très récent, l'éligibilité de ces projets au financement de l'ANA, qui, je pense, va renforcer cette dynamique. La deuxième dynamique, plutôt en milieu urbain, c'est la réalisation de projets neufs, plutôt portés par des acteurs professionnels, des promoteurs, bailleurs, etc., en partenariat avec des collectivités, pour porter plutôt des dispositifs qui s'inscrivent dans le cadre du logement aidé, en locatif ou en particulier dans le cadre des dispositifs en BRS. Alors donc ces projets portent une ambition importante en termes d'innovation et de qualité de l'habitat. En fait, la présence des habitants en amont dans le processus de réalisation des projets, elle vient remettre en cause les habitudes, un petit peu secouer les manières de faire, proposer un pas de côté aux architectes qui implique de revoir les méthodologies de travail. Alors, ces habitants qui sont là dans le processus de conception, ils viennent participer à la création de leur propre logement. Et donc, leur qualité, elle les importe en tout premier lieu.
Et parce qu'ils ne sont pas seulement des personnes qui agissent individuellement, mais organisent dans une démarche collective, ils se donnent les moyens de produire des espaces communs qui vont pouvoir répondre à des programmes qui sortent un petit peu des sentiers battus, on va dire, qui peuvent être un petit peu originaux et guidés par une valeur d'usage qui les implique directement. Et évidemment, je ne pourrais pas oublier de mentionner la question écologique qui est portée avec ambition par les collectifs d'habitants. Alors, donc, qui dit collectif d'habitants divers dit des projets très divers. On peut découvrir sur le territoire des projets très modestes, à 3 logements qui vont séparer une maison bourgeoise, jusqu'au plus grand projet, à ma connaissance, aujourd'hui à Toulouse, avec 98 logements. Donc un spectre très large, aussi bien en réhabilitation qu'en construction. Et je voudrais dire un mot sur des typologies de maîtres d'ouvrage et du coup des typologies de projets qui intéressent la manière de travailler avec les collectifs d'habitants. D'abord, une famille de projets qu'on appelle les projets en autopromotion, dans lesquels le maître d'ouvrage est un collectif d'habitants. Une autre grande catégorie de projets, des projets en partenariat avec un maître d'ouvrage professionnel, bailleur social, promoteur social ou promoteur privé même. Et un peu hybride, les coopératives d'habitants, dont malheureusement je n'aurai pas le temps de parler plus en détail aujourd'hui. Alors ces projets en autopromotion, je vous disais, il s'agit d'un maître d'ouvrage non professionnel. Donc ce sont des personnes, des particuliers, des habitants qui veulent produire leur propre logement, qui sont organisés en collectif et qui créent une forme juridique. Elles sont très variées, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est important, c'est qu'on a un maître d'ouvrage qui porte un projet. Donc un architecte, un maître d'ouvrage, un projet. Mais également, on a des logements individuels. Donc on va avoir une dialectique un peu entre un projet conçu collectivement, des espaces communs, et aussi également des logements individuels. Alors pour l'architecte, un point de vigilance, c'est bien celui de rester dans son rôle de maître d'œuvre. Et du coup, de se poser des questions. Est-ce que le collectif est bien en capacité de travailler avec moi, de contractualiser ? Il faut évidemment faire preuve de pédagogie, un peu quand on travaille avec des particuliers. Le devoir de conseil, évidemment, est important, mais c'est important de bien définir où sont les limites du devoir de conseil et où est-ce que le collectif, justement, il a besoin d'être accompagné par un AMO, l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Et donc, un des éléments, un point de vigilance important, c'est d'évaluer si ce client est en capacité d'être mon client ou est-ce qu'il a vraiment besoin d'aller solliciter un AMO pour pouvoir travailler avec moi. La deuxième grande famille de projets, ce sont les projets qu'on réalise en partenariat avec un maître d'ouvrage professionnel. Dans ces configurations, le collectif d'habitants n'est pas maître d'ouvrage, mais est ce qu'on va appeler un maître d'usage. Donc ces personnes constituent également un collectif d'habitants qui, je le disais, ne sont pas maîtres d'ouvrage. Et donc cette question du maître d'usage, vient apporter un nouveau type de positionnement dans le processus qu'il est important de bien clarifier. Dans ce type de projet, il est absolument essentiel, avant de commencer le travail de conception participative, de disposer d'une convention de partenariat réalisée par les initiateurs du projet et qui va poser, on va dire, un petit peu les règles du jeu et notamment quelles sont les responsabilités du maître d'ouvrage et du maître d'usage. Et donc, comment est-ce que l'architecte va pouvoir mettre en place un processus décisionnel sur quoi il va travailler avec les habitants, avec son maître d'ouvrage, etc. Le maître d'ouvrage va proposer, comme d'habitude, on va dire un plan de financement, un planning, un contrat, etc., dans lequel il aura au préalable associé les habitants, peut-être par exemple pour la rédaction du programme. Ce maître d'usage va intervenir en tant qu'expert de l'usage et il va pouvoir participer activement au processus de conception participative qu'on va détailler beaucoup plus dans les prochaines minutes avec des retours d'expérience de projet. Dans cette configuration, la présence d'un accompagnateur, assistant à maîtrise d'ouvrage et d'usage, est absolument indispensable pour pouvoir veiller à cette bonne articulation entre le concepteur, le maître d'ouvrage, le collectif d'habitants, voire avec éventuellement même d'autres partenaires. Je crois que j'en ai fini. Très bien. Merci Pierre-Charles. Alors tu parlais de règles du jeu. Qui dit règles du jeu dit jeu. Alors on va voir comment ça se passe pendant la partie. Sur le terrain, Pauline, la parole est à toi. Merci. Donc je vais vous donner mon retour d'expérience sur le projet des Bretonnières. C'est une opération de 88 logements sur la ZAC des Capucins au nord d'Angers. Et donc sur ces 88 logements divisés en 3 lots, il y a un lot qui a été dédié à l'habitat participatif. C'est le lot qu'on voit au sud de la parcelle sur l'axonométrie.
Pour ce projet-là, on a été accompagné par une triple maîtrise d'ouvrage représentée par ICO, la Soclova et Bâtinante, mais aussi par une équipe de maîtrise d'œuvre, donc l'ensemble de nos bureaux d'études qui sont habitués à travailler avec les démarches environnementales et frugales de l'agence. Et puis plus particulièrement pour l'ILO B1 qui représente la conception participative, on a été accompagné par un assistant en maîtrise d'ouvrage, donc le collectif échafaudé que Bruno représente aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'îlot participatif, il a un planning d'opération qui lui est propre et donc il commence par une période d'incubation donc qui s'est déroulée en juin 2022 dans laquelle la maîtrise d'ouvrage a commencé à repérer des foyers intéressés par la démarche participative. Suite à cette période d'incubation, on a enclenché la période de co-conception donc qui s'est déroulée en 7 ateliers. Sur la première partie de l'année 2023, je dirais. Et puis à l'issue de cette période de co-conception, on a pu développer, je dirais, les parties classiques d'un projet, donc l'APD, le dépôt de permis de construire, les phases d'études de technique et puis le lancement de l'appel d'offres. Aujourd'hui, le chantier va démarrer en septembre 2025 et puis la livraison de l'îlot participatif B1 est prévue pour le 2e semestre 2026. Donc, ce que je vous disais, le processus participatif, il s'est développé sur 7 ateliers en 7 mois, ce qui nous a permis, au fil des ateliers, d'aller d'une échelle très large, donc celle de l'implantation sur la parcelle, de l'établissement des volumétries, jusqu'à une échelle très resserrée, qui est celle du choix des matériaux de façade et de l'établissement du permis de construire. Tout ça en passant également par l'attribution des logements, mais aussi le dessin des espaces communs, l'explication des choix constructifs et des choix techniques. Sur l'ensemble de ces ateliers, il y a 3 choses qui sont des impondérables, qui sont l'analyse de groupe de toutes les solutions qu'on propose à l'ensemble des habitants. Et puis ensuite, à la suite de ces analyses de groupe, on fait une synthèse collective. Cette synthèse, elle est vraiment la matière de notre conception, nous, en tant qu'architectes, parce qu'elle nous permet d'avancer d'un atelier à l'autre. Et en fait, cette synthèse, elle amène aussi une validation des habitants. Également, durant l'ensemble de ces ateliers, pour nous, en tant qu'architectes, c'est important de pouvoir s'appuyer sur un AMO qui nous permet de gérer le contenu de la journée sans avoir à s'encombrer de l'organisation et d'être dans l'anticipation de l'étape suivante de la journée, par exemple. Et ça nous permet aussi d'être dans le partage, l'écoute avec les habitants et de se sortir le planning de la journée de la tête. Donc ça, c'est vraiment très important. Également, l'AMO, il a un rôle essentiel pour faciliter la prise de décision collective et pour faire la synthèse des ateliers, ce qui nous permet aussi, nous, entre chaque atelier, de pouvoir être dans l'avancement du projet et pas dans la synthétisation de ce qui a été dit et des choix qui ont été faits. Donc, cette démarche collective durant les ateliers, elle a une grosse partie d'acculturation. L'idée, c'est de transmettre son savoir-faire et d'apporter des clés de compréhension aux habitants pour qu'ils puissent faire des choix éclairés. Ça va de sujets très larges comme qu'est-ce que c'est que de faire la ville de demain et quel est l'intérêt de faire de la densité plutôt que de l'étalement urbain, à des sujets plus resserrés qui sont par exemple, ce qui était notre cas, qu'est-ce que ça veut dire faire un projet avec un objectif RE 2025, quelles sont les conséquences sur les systèmes constructifs, le choix des matériaux. Mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en tant qu'architectes et dans notre agence, faire un projet frugal qui intègre, par exemple, du réemploi, des biosourcés. C'est aussi leur donner des clés d'information sur des choses qui sont très pratico-pratiques, je dirais, sur l'utilisation et l'usage de leur logement, donc, comme l'ensoleillement ou encore les systèmes de production d'énergie. En fait, l'idée, c'est vraiment d'expliciter un petit peu notre jargon de maîtrise d'œuvre et d'architecte pour leur donner des outils de compréhension. Et puis ça amène parfois des questions très précises sur des sujets pointus. Et à ce moment-là, on doit y répondre de manière rapide et complète. Mais c'est aussi le jeu de la démarche.
Et donc tous ces sujets d'acculturation, en fait, ils nous ont demandé de devoir prioriser par thématique et donc on les soumet au vote. Le principe, c'est un vote au doigt. Donc on demande aux habitants plutôt que d'être dans un vote pour ou un vote contre, de donner un gradient d'appréciation sur chacune des décisions. Donc un doigt, ça signifie je n'adhère pas vraiment à la solution, et 5 doigts, c'est vraiment j'adhère complètement à la solution proposée. Voilà. Et donc ça nous permet à nous, en tant qu'architectes, d'avoir une palette très précise de l'état des lieux des décisions et de ce que pense l'ensemble des habitants pour pouvoir développer le projet en conséquence. Enfin, l'acculturation, c'est aussi quelque chose qui se fait dans les deux sens, et c'est ça qui est aussi très agréable. Donc nous, on leur donne un savoir-faire qui est le nôtre, et puis eux nous permettent parfois aussi d'aller plus loin sur les projets. Je pense notamment à la récupération d'eau pluviale pour alimenter les sanitaires des logements, qui est quelque chose que nous, on a déjà fait sur certains de nos projets, mais qu'on n'avait pas proposé pour ce projet-ci pour des raisons économiques. Et finalement, en voyant que c'était au cœur des préoccupations des habitants, on a poussé certains curseurs du projet pour réintégrer ça au cœur de leur projet. Parallèlement à tout ce travail collectif, il y a également un enjeu d'entretien individuel pour l'élaboration des logements des foyers. C'est une temporalité très particulière, puisqu'en fait on dessine un projet au travers de 4 entretiens de 15 minutes, ce qui est un temps relativement court. Mais en tant qu'architecte, pendant ces entretiens individuels, ce qui est important, c'est d'entrer dans la sphère individuelle de chaque foyer, mais sans jamais perdre de vue le projet collectif. Pour ça, il faut enclencher une écoute active et une réactivité, une pédagogie auprès des foyers afin de leur faire comprendre les tenants aboutissants du dessin de leur logement. Et puis comme vous pouvez le voir, il faut aussi être flexible quant au lieu et à la forme de l'entretien, puisqu'on a également fait des entretiens sur site, sur une table de pique-nique ou encore dans un van, ce qui à la fois permet de créer du lien avec les habitants et puis de sortir un petit peu de l'aspect conventionnel de la réunion avec l'architecte, je dirais. Voilà. Et puis également, ces entretiens individuels, c'est un exercice, je dirais, d'adaptation pour nous en tant qu'architectes, parce que c'est le lot de chaque projet participatif. Le groupement est formé au départ de la co-conception, mais il y a parfois des foyers qui s'en vont et d'autres qui arrivent. Et donc là, il faut être rapide et adaptable quant au dessin des logements. Et puis, il faut aussi rassurer les habitants sur le fait que tout le travail qu'on a fait avec eux n'est pas à remettre en question parce qu'il y a un nouveau logement vacant et que finalement, ils préféraient avoir un séjour plein sud, par exemple. Et enfin, je voudrais terminer sur un petit peu le cadre de la conception participative. L'idée, c'est d'être assez clair avec les habitants sur le fait que la co-conception participative, ce n'est pas faire de l'autoconstruction, ce n'est pas non plus faire de la maison individuelle, mais c'est bien faire un projet de logement collectif qui s'inscrit dans un cadre avec des réglementations qui lui sont propres. Je pense notamment à l'accessibilité, aux réglementations incendie ou encore à un règlement de ZAC ou à un PLUI. Et donc, parfois, il faut savoir cadrer les demandes et leur expliquer que leur demande individuelle entre en contradiction avec ce cadre qui est propre au logement collectif. Et puis parfois, ces demandes, elles entrent aussi en contradiction avec les demandes d'autres foyers qui sont dans un logement limitrophe ou supérieur ou inférieur d'ailleurs. Et donc, c'est à nous de faire une gymnastique mentale et créative pour répondre à l'ensemble de ces demandes et faire en sorte que tout le monde soit satisfait, mais en leur expliquant que il y a une notion d'équité à avoir aussi et qu'on doit faire un travail collectif, même si on parle de logement individuel. Et puis enfin, le projet de logement collectif en co-conception participative, c'est également le lieu de certains pas de côté qui sont intéressants pour les habitants, puisque, par exemple, sur le projet des Bretonnières, on leur permet d'intégrer quelque part un petit peu le processus de chantier en leur proposant des ateliers participatifs. Par exemple, sur les Bretonnières, on leur propose la plantation de l'ensemble de leurs espaces verts ou encore la réalisation de cloisons en adobe de terre crue pour l'espace collectif qu'ils ont appelé la maison commune.
C'est également aussi leur donner plus de choix et de possibilités quant au TMA, donc les travaux modificatifs acquéreurs, puisqu'on dessine leur logement en amont du dépôt de permis de construire et que donc on peut se permettre de faire plusieurs modifications. Et puis, c'est surtout les inclure jusqu'au bout du processus du projet et donc leur proposer de faire des visites de chantier programmées pour les tenir au courant de l'avancée du chantier, du projet, et puis surtout pour les aider à se projeter dans le temps sur le projet collectif qu'on a co-conçu ensemble. Voilà. Merci, merci Pauline. Donc, entre écoute active, bienveillance, pas de côté, engagement, quelle est la posture de l'architecte? Quelle méthodologie avoir par rapport à ce fonctionnement? La parole est à toi. Merci. Oui, donc effectivement, je vais essayer de dézoomer un peu par rapport au cas particulier dont vient de parler Pauline et donner des petits, ou éveiller voilà, sur des points de vigilance. Donner des informations aussi pour donc, des architectes qui souhaiteraient s'engager dans ce type de démarche participative. Donc la première chose, c'est de déconstruire, je pense, les modèles qu'on a en tête et les a priori aussi. En tout cas, c'est toujours composé donc, avec une maîtrise d'usage ou une maîtrise d'ouvrage, mais qui est un peu démultipliée, puisqu'on n'est donc plus dans un face-à-face avec un maître d'ouvrage dans un projet avec un particulier, par exemple. Ce qu'il faut bien comprendre, je pense aussi, c'est que, comme disait Pauline, en fait, les habitants de groupes ne vivent pas en communauté, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette notion individuelle dans un collectif, et donc il y a un travail assez fin à faire sur la gradation de la sphère individuelle à la sphère privée, d'autant plus que, c'est des notions ce sont des notions subjectives. Donc un travail fin aussi sur les limites de chacun, les seuils, les entrées, les clôtures. Peut-être que chacun n'a pas envie de croiser son voisin tous les jours, à tout moment. Voilà, donc c'est tous ces éléments à relativiser. Un programme de logement collectif, comme disait aussi Pauline, et qui, suivant les montages, alors qu'on n'a pas le temps de détailler ici, mais en fait induit une situation de projet différente. Donc, effectivement, en autopromotion, l'architecte se retrouve en face d'habitants, alors avec ou sans accompagnement, Bruno en parlera peut-être plus tout à l'heure, ou si le projet est donc porté par un promoteur ou un bailleur, donc c'est une maîtrise d'ouvrage différente, et donc des cas de figure à chaque fois différents auxquels l'architecte doit aussi s'adapter. Ça induit aussi, suivant le statut occupant, suivant qu'on soit donc copropriétaire ou locataire, puisqu'on sait aussi qu'il y a des logements sociaux qui peuvent être inclus dans ces programmes d'habitat-là. Voilà, donc ça veut dire adapter à chaque fois sa posture aussi à des cas de figure différents. Et puis des temporalités aussi qui changent, puisque donc ce sont des projets qui s'étirent souvent dans le temps. Alors, c'est pas tant le temps des études, même si effectivement il y a des ateliers en plus. Alors, je suis toujours dans la comparaison avec l'habitat individuel. Mais c'est surtout qu'il faut que l'architecte se rende bien compte qu'il s'inscrit en fait dans une temporalité et un travail qui a déjà commencé bien en amont quand il arrive en fait au moment de démarrer les études. Donc c'est aussi tenir compte de tout ça. Et je fais du coup le lien avec cette slide, entendre la raison d'être du groupe d'habitants. Donc c'est vraiment se mettre à l'écoute et dans cette intention de bien intégrer tout ce qui a maturé en fait avant. D'autant plus qu'on est souvent en présence de cohabitants engagés, donc des groupes qui portent des valeurs, qui ont donc au démarrage, pour souder aussi le collectif, eu un certain nombre de réunions, d'échanges pour définir en fait des priorités et des ambitions pour leur projet.
Et donc des groupes qui portent des valeurs alors politiques, économiques, parce qu'effectivement, souvent les habitants qui s'engagent dans ce genre de dynamique viennent aussi chercher une alternative au marché immobilier spéculatif, notamment pour les projets portés par des coopératives, des valeurs sociales, d'entraide, solidaires. Il n'est pas rare que des groupes veuillent intégrer au sein de leur programme des logements supplémentaires pour accueillir éventuellement des personnes en précarité, voilà, pour des périodes plus ou moins longues. On parle aussi, l'habitat participatif, ça évoque aussi souvent les relations intergénérationnelles et ça permet à certaines personnes voilà, d'aborder le vieillissement différemment qu'en EHPAD par exemple. Et puis des valeurs aussi écologiques, voilà, avec un souci d'intégrer au démarrage des projets les valeurs d'un contexte, de reconnaître la présence des ressources, de l'eau, du végétal, voilà, et que toutes ces choses-là sont donc à respecter et à prendre en compte pour l'architecte. Construire autrement, donc ça fait le lien avec ce que je disais précédemment. Alors à la fois donc sur un plan plus de maîtrise d'œuvre, mais aussi donc sur des programmes qui sont différents, puisqu'il y a, comme le disait Pierre-Charles, une part d'espace mutualisé, partagé. Donc c'est à la fois un programme qui liste des besoins en termes de typologie, voilà, de qualité d'usage en fonction des différents ménages, mais aussi donc définir des espaces tels que, à minima, une salle commune, voilà, où ils peuvent se réunir, des moments festifs, entre autres. Souvent aussi des buanderies, par exemple, ou des ateliers de jardinage, de bricolage. Pour des espaces aussi extérieurs partagés, des jardins, des poulaillers, des terrains de pétanque, enfin tout ça est à définir en fonction des groupes évidemment, mais la mutualisation elle peut aller aussi au-delà des espaces pour par exemple des véhicules, des voitures, des vélos, voilà, donc tout ça est à intégrer en même temps que souvent des volontés émises dès le début de mise en œuvre éco-responsable avec des ressources souvent locales et donc une intention de limiter l'empreinte environnementale du projet. Je parle aussi là de sobriété parce qu'en fait, et de flexibilité, de réversibilité parce que les groupes d'habitants évoluent, donc certains partent parce qu'ils ne se retrouvent plus dans les valeurs initiales du groupe, ou suite à un décès ou à une séparation. Donc il faut à la fois aussi être en capacité de répondre de façon singulière à une demande en termes de logement, mais il faut aussi que ces logements-là soient appropriables par tous. Et donc pour finir, voilà, donc, mais je ne vais pas redire ce qu'a déjà dit Pauline, donc c'est une dynamique de conception participative avec donc des outils quand même à intégrer au service de l'intelligence collective, s'initier notamment à la communication non violente en mettant en place, on l'a déjà dit, des systèmes de décision équitables et participatifs. Donc ça suppose quand même pour l'architecte de se repositionner et de se mettre dans un rôle de médiateur. Et j'insiste aussi sur l'importance, peut-être encore plus que dans des projets classiques, de la communication et donc des modes de représentation qui sont très importants dans la façon de présenter le projet pour qu'il soit appropriable par tous. Donc en maquette 3D, en visite de site au démarrage des études par exemple, pour prendre la mesure des ambiances, etc. Je finis juste pour dire que donc à l'école d'architecture de Nantes où j'enseigne, on a donc une option sur l'habitat participatif, l'habitat inclusif, pour initier les étudiants à ces démarches-là, participatives, et leur donner donc les bons réflexes. Donc cet enseignement-là est coordonné par Bruno Suner et
Et il est porté aussi par Pierre-Yves Bossé de l'atelier Cartouche, qui a beaucoup fait de projets d'habitat participatif, et puis Vincent Bénard, paysagiste. Merci Karine. Donc si j'ai bien compris, être architecte en habitat participatif, c'est avoir un terrain, une appétence pour la communication, pour l'écoute, savoir gérer un groupe, tous les conflits qui peuvent émerger d'un groupe. On a vite fait de s'épuiser. Alors, comment régler ça? Comment trouver les bonnes limites, les bons textes, les bonnes pratiques? La parole est à moi, toi. oui, alors difficile d'intervenir après tout ça parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations. Alors, ce que je vais aborder va essayer de faire peut-être une synthèse ou une checklist de tout ce qu'il faut prendre en compte, et puis de rebondir sur ce que disait Karine, c'est-à-dire essayer de se poser les bonnes questions et de mettre en place, en tout cas, d'intégrer des bonnes pratiques pour les architectes qui veulent bien, qui ont envie de se lancer dans la maîtrise d'œuvre d'habitat participatif. Moi, je vais davantage parler donc un petit peu plus pragmatiquement de cette fameuse clause contractuelle qui donc vient se rajouter au contrat type et qui a été donc le fruit d'une collaboration entre l'Ordre et Habitat Participatif France, donc vous pouvez retrouver sur le site de l'Ordre, bien sûr. Et cette clause, elle permet un petit peu de formaliser finalement l'action de l'architecte voilà, d'éveiller en tout cas sa conscience, on va dire, sur les choses à prendre en compte. On en a vu tout un panel là dans les interventions. Et donc, ça va permettre de séquencer un petit peu la méthodologie et les ateliers, de se poser la question de qu'est-ce qu'il y a en fait dans cette mission de conception participative. Il y a aussi des entretiens individuels, donc il faut les prendre en compte. Et puis, du coup, de fixer les limites et la rémunération, donc d'essayer de quantifier la quantité de travail à fournir, l'énergie à mettre, voilà, elle se finance, et donc il s'agit de paramétrer un petit peu ces éléments-là. Donc c'est pas facile, et donc pour rentrer dans ce monde de l'habitat participatif, je pense que c'est important de se former ou d'être bien accompagné par, là je presse pour ma paroisse, par un accompagnateur professionnel. Et du coup, ça me vient à parler donc justement de préalables qui ont déjà été évoqués à la contractualisation, avec l'importance de s'assurer d'un cadre rassurant. Donc c'est un cadre, un partenariat entre les différentes parties prenantes, et s'assurer en tout cas que la relation est claire entre les différents acteurs qui sont dans le jeu, de s'assurer aussi de l'organisation collective du collectif, c'est-à-dire de voir comment il organise sa gouvernance, sa représentativité, savoir est-ce qu'il fonctionne par commission et qui va prendre les décisions, est-ce qu'on est en face d'un groupe, d'un collectif d'individus, ou est-ce qu'on a une organisation qui permet de filtrer un peu les prises de décision et la relation aussi, pour ne pas avoir 15 mails parce qu'il y a 15 habitants, mais essayer d'organiser un petit peu cette relation-là. Et puis sur le mode de décision, on va s'assurer que le collectif a un mode de décision, en tout cas pratique, un mode de décision clair, assumé, et c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans les ateliers de co-conception, c'est-à-dire définir aussi, est-ce que c'est un individu une voix, est-ce que c'est un foyer une voix, etc. Donc toutes ces choses-là, ces préambules sont à poser au départ, et bien sûr une programmation à la fois individuelle, donc détaillée, et collective avec des espaces communs généralement, donc des attentes particulières de ce groupe. Donc ça fait partie un petit peu du cadre, et une corrélation avec le budget d'opération. Puisqu'on a affaire à un collectif qui est non professionnel. Donc bien sûr, le cadre, comme on l'a expliqué, est différent. Si on a un collectif qui délègue une partie de la maîtrise d'ouvrage ou entièrement la maîtrise d'ouvrage au promoteur, qui lui laisse du coup des marges de manœuvre dans la conception. Et c'est là que c'est intéressant de voir
Vous avez sur le site du RAP, dont je reparlerai après, un document qui permet de mesurer le niveau de participation du collectif sur ces prises de décision. Est-ce que c'est juste de l'information? Est-ce que c'est de la codécision? Donc ça, c'est aussi très important pour tout au long des ateliers, savoir un petit peu qui prend les décisions, et surtout dans le cadre où il y a un promoteur, voilà, qui ne veut pas complètement perdre la main sur tous les éléments. Donc comment ça se répartit? Et dans le cadre de l'autopromotion, où là on a un collectif qui assure lui-même la maîtrise d'ouvrage, on a d'autres... il a pas mal de choses à gérer, la gestion de projet, mais aussi la gouvernance collective, le montage juridique et financier. Donc il a souvent des fortes compétences intégrées. Il fait appel ponctuellement à des assistants à maîtrise d'ouvrage pour l'aider ponctuellement sur certains points. La relation peut être un peu plus directe, suivant l'échelle du projet. On en a déjà parlé tout à l'heure. C'est vraiment... Donc il y a plein de cas de figure très différents. Ce qu'il faut s'assurer, c'est de l'acculturation aussi du groupe. Donc c'est pour ça que je voulais parler, mettre en valeur le rôle d'accompagnateur à maîtrise d'ouvrage et d'usage, parce qu'on a un petit peu ce double rôle de à la fois suivre le projet immobilier et le projet social. Et donc le RAP, qui est un réseau d'accompagnateurs professionnels, est une bonne ressource pour en trouver un près de chez vous. Et c'est en tout cas, l'accompagnateur peut vraiment répondre à la fois à l'acculturation du collectif en amont du projet, aussi à la médiation, les prises de décision, à aider ces moments-là. La synthèse aussi, c'est important de pouvoir faire une synthèse, enfin vraiment soutenir le travail de l'architecte. Je pense que c'est très, très important. Pour rentrer un peu plus dans le détail de la clause, elle va être découpée donc en plusieurs parties. En fait, elle va permettre un petit peu de mesurer justement l'investissement nécessaire pour les architectes qui se lancent dans cette belle aventure. Donc, revenir sur des ateliers donc, qui sont à chiffrer, à paramétrer. Et donc, c'est des ateliers qui sont, comme l'expliquait Pauline, qui sont souvent découpés sur une phase d'abord de proposition de scénario, une revue de projet au fur et à mesure, esquisse jusqu'au PC, et avec des temps d'analyse qui sont proposés au groupe, et des restitutions de ces analyses pour pouvoir avoir les éléments pour arbitrer des choix et valider des orientations. Donc tout ça, il faut que ce soit bien paramétré aussi, bien scandé, et donc il faut prendre en compte cette progression qui... d'atelier en atelier va permettre donc souvent sous un mode itératif, de rentrer dans le détail. C'est-à-dire que sur les espaces communs, au début, c'est juste à peu près les placer sur un plan masse, ou est-ce que stratégiquement ils vont être placés par rapport à des parcours, par rapport à un contexte aussi. Est-ce qu'on les met près de la rue pour être en contact, ou est-ce qu'on les met au cœur pour être dans le cœur du projet? Et petit à petit, au fur et à mesure des ateliers, on va rentrer dans leur distribution, leur composition, et jusqu'au détail d'aménagement. Donc et ça, pour tous les sujets, il y a ce principe itératif. Et en même temps, de ne pas oublier une marche en avant très importante. Comme tout projet immobilier, il faut qu'on avance, il ne faut pas qu'on revienne, en tout cas minima, en arrière. Et donc, bien instituer clarifier les objets de décision, les clarifier et bien en tout cas être clair sur la façon dont ils sont actés, et on ne peut pas revenir en arrière, même si vous n'avez pas participé à l'atelier précédent. Vous déléguez en tout cas au reste du groupe la décision. Enfin, des outils adaptés. Alors là, effectivement, il y a pas mal. C'est un peu, chaque atelier est un peu un rendu de concours, en quelque sorte. Donc, il faut le prendre en compte et faire preuve de beaucoup de créativité. Donc, les AMO sont là, MU, pour vous aider aussi à trouver des idées et des objets pédagogiques un petit peu pour acculturer le groupe et l'amener à comprendre
Donc on passe sur les questionnaires, des organigrammes, des maquettes, des jeux. Voilà, on trouve plein de choses pour aider le groupe à s'y retrouver, des visites in situ, des débats mouvants, etc., pour prendre des décisions. Et puis des conditions qui sont aussi à préparer. Le lieu, c'est important. Quand on accueille un groupe, c'est pas une réunion entre monsieur le maître d'ouvrage, un BET, et là on est peut-être 20 ou 30 dans la salle, donc il faut trouver des lieux adaptés. Ça peut se faire bien sûr en visio, mais c'est pas la même chose. Et donc prévoir ça, des horaires durée, nombre de temps. Alors là, c'est très variable aussi, mais on est souvent sous des formats de demi-journée ou journée d'atelier. Avec l'objectif de se dire que ces temps-là sont vraiment sont les lieux de prise de décision. C'est-à-dire que c'est un conseil aussi, c'est de prendre la décision quand on est tous rassemblés plutôt que de la reporter, ce qui fait perdre du temps dans l'avancée du projet, puisque en attendant la décision, le projet n'avance pas. Donc voilà, ces formats d'atelier. Et puis enfin, des comptes rendus aussi, des synthèses qui sont, les temps de préparation, j'ai oublié, qui sont aussi importants, mais qui peuvent être délégués si l'organisation est déléguée à un AMO. Et puis idem pour les comptes rendus qui permettent de donner la base de la suite. Je me dépêche parce que je crois que je suis un petit peu long, mais voilà, on passe au volet plutôt entretien individuel, où là, bon, on a effectivement des enjeux qui ont été nommés déjà d'articulation entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel. Donc c'est important dans la progression des ateliers de ne pas commencer à rentrer trop tôt dans l'individuel et de rester vraiment dans une vision collective et d'intérêt collectif pour le groupe avant d'amener un positionnement et une personnalisation. Et qu'il y a à l'intérieur de ça un autre enjeu qui est à prendre en compte, qui est celui de la personnalisation des logements par rapport à une efficacité constructive, un plombage de gaines et des attendus aussi financiers de performance du bâtiment. Donc ça, il y a tout un jeu subtil. Ces choses-là se font donc soit dans le cadre des ateliers, en particulier si on a un atelier d'une journée, on peut caler des temps d'entretien individuel, mais peuvent se faire aussi peut-être d'une manière détachée, en visio ou sur des rendez-vous, avec un nombre d'entretiens sur, je dirais, 6 ateliers, je dirais, de conception de l'esquisse au PC. On a au moins 3 ou 4 entretiens individuels à prévoir. Et puis, bien sûr, des temps de préparation à ces rendez-vous, qui est plutôt préparer les plans, des éléments un petit peu de traduction individuelle des besoins, et puis compte rendu des échanges entre ateliers, là, qui peuvent se faire par mail plus facilement. Peut-être aussi un point de vigilance sur ce qui n'est pas dans la clause contractuelle, c'est les suites de la conception participative, puisqu'on a quand même des études qui continuent, un appel d'offres, des négociations, des visites de chantier aussi, dans lesquelles il est intéressant d'intégrer la maîtrise d'usage, parce qu'elle aimerait bien savoir, et après, comment ça se passe. Et il y a des fois des choix, les TMA, on en parlait, qui sont à intégrer dans ces phases-là. Je vais finir sur les conditions de réussite. Je pense qu'une des premières, c'est la transparence des contraintes, en fait, c'est de se dire, ne pas ce maître d'ouvrage ou cette maîtrise d'usage collective, il ne faut pas en avoir peur, il faut lui faire confiance aussi, donc lui donner le maximum accès aux informations, parce que cette transparence sur les contraintes permet des choix finalement éclairés, pris en conscience. Le groupe prend vite conscience, je trouve qu'il y a justement une acculturation et une transformation de ce groupe dans sa connaissance des objets. Donc c'est une acculturation très forte. Et puis pour l'architecte, une agilité, une souplesse, oui, dont a fait preuve Pauline. Ergonomie des outils qu'il faut adapter. Voilà, cette remise un peu, on remet un petit peu le projet à chaque fois sur la table. Adaptation du projet. Clarifier les rôles, c'est important, et les postures. Amener l'architecte aussi à peut-être descendre un peu de son piédestal. Des fois, on amène aussi les BET à venir finalement dire, vous êtes des habitants comme les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, pour finir, là, en conclusion, les plus-values, je pense que c'est des projets qui sont très valorisants pour l'architecte. Pauline est sortie souvent de ses ateliers éprouvants sous les applaudissements du collectif. Donc, c'est quand même rare que les architectes sortent sous des applaudissements.
on a plus envie de les pendre, je crois, j'ai entendu parler de ça. Et donc, pour eux, bah, voilà, c'est valorisant, même si ça demande beaucoup de travail. C'est des projets qui sont bonifiés, appropriés, qui sont incarnés. Donc ça, on en a parlé aussi tout à l'heure, citoyens humains. Et puis, point de vigilance, mais qui n'est pas pour vous faire fuir, mais plutôt pour intégrer ça dans la clause contractuelle, enfin grâce à la clause contractuelle dans vos contrats, c'est effectivement ça prend du temps de préparation, du temps de rendu, c'est accaparant parce qu'il y a du rythme, de l'énergie et que voilà, on a 15 personnes à satisfaire ou 20 ou 6, mais c'est des gens qui sont exigeants aussi, qui sont en face de vous, donc ça prend de l'énergie. Et puis des rendus, des supports, voilà, qui sont à chaque fois il faut bien montrer les choses pédagogiquement et du coup ça prend un peu de temps. Voilà. Eh bien, merci Bruno. On va pouvoir passer aux questions. Déjà, avant toute chose, nous avions évoqué en réunion préparatoire que la principale qualité pour faire de l'habitat participatif, c'est d'avoir envie, c'est de se sentir appelé, d'être prêt et d'être à sa place, que tout part de là. Je m'attendais à avoir plein de questions sur la formation pour pouvoir faire mon petit speech de rappel sur la formation continue et initiale. En fait, on n'en a pas, à part dire qu'aujourd'hui, l'habitat participatif est présent dans les écoles, qu'il y a des thèses dessus, qu'il y a de la recherche, que c'est quelque chose qui est rentré dans l'institution, qui voilà, tend à intéresser, à donner une opportunité de faire de la ville autrement, de vivre autrement. Et justement, ces formations existent tant au niveau initial que continu. Je vous invite à aller voir ce qui vous intéresse et ce dont vous avez besoin. Mais du coup, la question que l'on a, c'est comment on devient assistant à la maîtrise d'usage. Je veux répondre, Pierre-Charles ou... Je te la laisse. Un peu par hasard. Alors moi, c'est peut-être particulier. Je suis tombé dans l'habitat participatif en y habitant. Donc voilà, en découvrant ça de l'intérieur, je dis mais au début, c'était un peu comme un terrain d'étude. J'ai étudié mes voisins, la façon dont ils vivaient dans les espaces, et puis j'ai appris des interactions collectives, quoi, et tout ce que ça pouvait en jouer. Donc je pense que finalement, on peut très facilement être passé d'architecte à MO, AMU. Il faut effectivement lâcher le crayon. C'est-à-dire que pour moi, c'est difficile de faire les deux métiers simultanément. Mais utiliser justement cette connaissance du métier de ses pairs, de leurs travers aussi, et de leurs qualités, et de leur capacité de travail, d'invention et de créativité, pour essayer de les mettre en valeur. Et donc, je pense qu'il faut avoir vraiment des appétences aussi pédagogique. Voilà, moi j'ai fait un peu d'enseignement dans ma vie, ça m'a servi aussi, à la fois dans le séquençage, la progression des choses, les différents niveaux d'acculturation progressif, et puis alors c'est tellement facile de regarder le rendu des confrères en disant non mais tu devrais présenter comme ça ou tu devrais le faire comme ci. Voilà, on a cette AMO, AMU, on a cette petite distance en tout cas par rapport au travail de ses confrères qui permet de... Si j'ai bien compris, c'est l'expérience, l'expérimentation qui permet de devenir assistant à la maîtrise d'usage. Avec une formation, c'est mieux aussi. Mais j'avoue que voilà, il faut trouver la formation. Elle va permettre, je dirais, de comprendre un petit peu tout le. C'est important de comprendre tout ce qu'on a un peu expliqué sur l'habitat participatif, de son origine jusqu'à la fin, de sa production. Mais c'est important de bien cerner, en tout cas pour l'architecte, la partie conception qui est vraiment particulière. Alors du coup, question. Je suis architecte, je veux travailler sur un projet d'habitat participatif. J'ai un AMO, AMU. Si on devait vraiment caricaturer sur une ligne, fait, ne fait pas, que fait l'architecte, que fait l'AMU? Pierre-Charles, je te laisse répondre cette fois. Hein. Je pense que l'architecte, il doit se concentrer sur son travail de maître d'œuvre. Finalement, c'est assez clair. Hein. Je mettais en garde sur la question du devoir de conseil et des limites. Hein. On sait qu'on peut se faire un petit peu embarquer dans cette dynamique. Moi, j'aime bien prendre la référence à la question des particuliers. On travaille pour les particuliers. Hein. Quand on travaille pour des particuliers, on est face à des maîtres d'ouvrage non professionnels qui ne savent pas forcément qu'il faut prendre une DO, qui ne savent pas forcément qu'il faut aller faire des démarches auprès des concessionnaires, qui ne connaissent pas forcément les démarches d'urbanisme, etc. Et donc l'architecte est tout à fait habitué à exercer ce devoir de conseil pour que son maître d'ouvrage puisse
mène à bien le projet. Et cette question des limites, évidemment, entre le travail de l'architecte et ce qui n'est pas de son ressort, ce qui dépend du maître d'ouvrage, en fait, on va retrouver les mêmes dans une méthodologie de projet qui est un petit peu plus complexe, parce que le logement collectif est un peu plus encadré et plus délimité que le logement individuel. Donc, quand il y a un AMU, la question, elle n'est pas très compliquée, en fait, parce qu'il y a une disposition de temps, il y a plutôt une anticipation de la méthodologie de la part de cet accompagnateur. La question, elle se pose plutôt, surtout quand il n'y en a pas. Et donc, je pense que là, la distance critique que doit avoir l'architecte, c'est vraiment d'évaluer en relation avec son client la possibilité de travailler dans ces conditions ou pas. Et je pense que c'est là où la nuance, elle peut être un petit peu délicate dans cette question d'accepter de travailler parce qu'on a un cadre économique et des conditions qui nous semblent faisables et puis d'avancer ensemble, ou vraiment d'être ferme dans le conseil et dans le besoin d'accompagnement. Du coup, d'après le retour du terrain, y a-t-il une échelle de projet où cet AMO-AMU est anecdotique et une échelle de projet dans laquelle il vous semble indispensable? Oui. Moi, je pense que c'est clair, c'est quand on travaille sur des projets en partenariat avec des maîtres d'ouvrage professionnels, c'est indispensable. Parce que aussi, les maîtres d'ouvrage, ils ont une culture du projet qui est celle d'un promoteur, qui n'est pas celle de travailler avec les habitants. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour veiller à la relation entre les acteurs. Quand on travaille avec des collectifs en autopromotion, il faut évaluer quelles sont les compétences de ce collectif, de ses habitants, parce que dans ces habitants, il y a des personnalités qui ont aussi de nombreuses compétences. Et donc là, il faut faire un bilan pour savoir est-ce qu'il manque tout, est-ce qu'il y a certaines compétences, et du coup, quels sont les trous dans la raquette pour aller les chercher un petit peu sur mesure. D'accord. Donc justement, on a une question sur cette fameuse clause. C'est comment on valorise le travail de l'architecte, le temps passé dans tout ce marasme d'accompagnement. Comment on valorise? C'est de bien paramétrer effectivement la quantité de travail que je dirais supplémentaire par rapport à une mission classique. Donc c'était un petit peu ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est essayer de découper. Alors déjà, s'il y a un AMU, c'est de voir quelle méthodo est en place, quel rythme d'atelier, etc. Quel est le cadre en fait dans lequel l'architecte va intervenir. Et je pense qu'il peut se tourner aussi vers l'AMO pour essayer de quantifier finalement ce qui va lui être demandé et ce qui va pouvoir avancer sans trop se planter dans le calcul de ses honoraires, quoi. Donc, si j'ai bien compris, c'est une action de maîtrise d'œuvre normale auquel s'ajoute du temps d'atelier passé. Et ce temps d'atelier doit être quantifié, nommé ou forfaitaire ou à l'unité, je ne sais pas, après chacun... En fait, je pense aussi qu'il y a certains groupes de co-conception qui ont besoin parfois d'un atelier supplémentaire et il est important que nous, en tant qu'architectes, on puisse faire valoriser ce temps supplémentaire. Donc, par exemple, s'il y a un atelier supplémentaire, ça vaut tant d'honoraires et parce que ça demande tant de travail et il faut que ce soit très clair, effectivement, dans le contrat. Voilà. En fait, c'est un enjeu de transparence, surtout. Ouais. Ok. Alors... en autoconstruction, quel est le financement possible du maître d'œuvre dans les travaux d'études, sachant que les prêts bancaires ne sont accordés que sur le devis des travaux à réaliser, donc sur le travail d'un DCE d'architecte? Qui s'y colle? Moi, je veux bien répondre sur ça. Parce qu'en effet, l'autoconstruction, c'est un sujet qui est un peu la boîte de Pandore et qui fait peur, alors que finalement, c'est assez simple. En fait, soit l'autoconstruction, elle vient après la livraison. Une fois encore, je fais la comparaison avec une maison individuelle, c'est très courant, des maîtres d'ouvrage qui font eux-mêmes leur carrelage, les finitions, etc. Tout ça, ça se passe après la livraison, c'est hors contrat de maîtrise d'œuvre, l'architecte, il n'a rien à voir avec ça. C'est pas couvert par la décennale, par la responsabilité, etc. Ça vient après la livraison. Donc en habitat participatif, en logement collectif, on peut absolument avoir la même chose. Après la livraison, on peut imaginer qu'ils prennent éventuellement une ambition plus importante. Peut-être la livraison, c'est juste le gros œuvre, je ne sais pas. C'est ça qu'il faut définir. Mais donc, c'est absolument hors contrat de maîtrise d'œuvre et donc hors prêt bancaire, pour poursuivre la structure de la question. Quand on veut intégrer l'autoconstruction dans le cadre de la maîtrise d'œuvre et des prêts bancaires, alors là, il faut avoir une stratégie qui est complètement différente. Je vois deux possibilités, en fait. Soit on passe à travers des associations qui disposent d'une assurance décennale et qui sont spécialisées sur l'accompagnement à l'autoconstruction. Il y a par exemple les compagnons bâtisseurs qui sont connus sur ce sujet, mais il y en a d'autres. Et soit on travaille avec des entreprises qui vont elles-mêmes intégrer une participation non professionnelle. Il y a des artisans qui sont intéressés à intégrer sous la forme souvent de formation un travail
qui va se faire sous leur responsabilité. Et donc pour l'architecte, on a en fait une entreprise qui répond à un marché, qui offre les garanties d'assurance et qui peut donc parfaitement rentrer dans le contrat de maîtrise d'œuvre et être couvert par le cadre habituel. Très bien, merci. On a une petite question pour Pauline. Donc, tu as participé tu nous as présenté un projet voilà, plutôt satisfaisant, plutôt dans les bonnes pratiques, avec plein de choses qui donnent envie. Est-ce qu'il y a des publications? Est-ce qu'on peut suivre cet avancement? Est-ce que... Oui, alors le projet des Bretonnières, il a été publié dans le magazine Très Urbain en 2024. Donc le projet est quand même relativement bien expliqué dans cet article. Et puis après, sinon, vous pouvez suivre l'avancement du projet sur le site de l'agence. Donc c'est associé.archi. Évidemment, on va tenir au courant au fil de la construction du projet. Voilà. Alors maintenant, je vais vous demander à chacun, parce que la question c'est, pouvez-vous partager les principaux écueils rencontrés dans vos projets? Mais je ne veux pas vous la poser comme ça, cette question. Je vais vous demander, est-ce que vous avez un exemple positif et négatif de votre pratique? Ouais, je sais, ça ne se trouve pas comme ça. On va commencer dans l'ordre. Moi, pour commencer. Il y a une anecdote que je partage souvent. C'est un maître d'ouvrage qui est reconnu après la livraison. Il a dit aux habitants, vous m'avez obligé à faire un bon projet. Moi, ça me marque cette anecdote, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, en tant que travailleur d'un maître d'ouvrage, il était habitué à faire des mauvais projets, c'est ça que je comprends. Et là, tout d'un coup, le fait d'avoir des habitants, il a été obligé de faire un beau projet. Je m'en réjouis, finalement. C'est une espèce d'aveu à demi-mesure qui montre comment la présence des habitants, en fait, elle est stimulante pour tout, pour faire des bons projets. Et du coup, la négative? Si on n'a pas, tu peux le dire. Hein. La négative... la négative, c'est, on va dire, quand le contexte économique se rappelle à nous. Malheureusement, ça arrive quelque part un petit peu tout le temps. Hein. Les ambitions, elles viennent souvent rencontrer les réalités économiques des programmes. Clairement, au cours de ces dernières années, la situation, elle s'est tendue. Et là encore, je trouve que ça fait du sens d'avoir des arbitrages dans lesquels les futurs usagers ils sont partie prenante. Et quand on fait un arbitrage entre des espaces communs et des matériaux biosourcés, par exemple, ça fait mal, mais que ce soit les usagers qui aient participé à prendre ces décisions, quelque part, c'est un peu aussi intéressant. À toi, Pauline. Moi, je vais peut-être plus resserrer sur le projet en lui-même. Je pense notamment pour la partie négative, parfois on a des petites frustrations en tant qu'architecte sur des solutions techniques qu'on propose. Par exemple, on a soumis au vote des modes de production d'énergie biomasse face à des modes de production d'énergie nucléaire. Et puis, c'est avéré que le vote des habitants a poussé vers le nucléaire, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui correspond aux valeurs qu'on a envie de défendre à l'agence. Mais bon, c'est le jeu du projet aussi. Et donc c'est un vote à la majorité. On en fait notre affaire et on continue à développer le projet dans ce sens-là. Et puis, à côté de ça, il y a beaucoup de positifs. Donc, comme disait Bruno tout à l'heure, on a un retour qui est... en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir un retour très positif de la part des habitants sur tout le travail qu'on a fait collectivement. Et puis, c'est satisfaisant aussi de voir avec eux qu'on a su... les comprendre, entendre ce qu'ils avaient à nous dire et puis le transformer autant dans les espaces collectifs que dans les logements individuels. À toi, Karine. Alors moi, je vais avoir du mal à répondre parce qu'en fait, j'ai jamais par rapport vraiment... aux étudiants, par rapport à ce qui se passe par rapport aux étudiants, moi, je pense que ça reste... je suis persuadée, en fait, convaincue que c'est très important d'enseigner ça dans les écoles d'architecture parce que c'est à la fois je trouve que l'habitat participatif c'est un bon modèle citoyen et aussi de densité. Mais je peux pas tellement détailler plus par contre sur les... Déjà être sur le côté positif, cette charge émotionnelle d'architecte en devenir qui s'intéresse et en tout cas, cette option-là est très prisée. Donc, je trouve que c'est plutôt positif que des étudiants, donc futurs architectes, se posent ces questions-là et aient envie d'aller vers ce genre de dynamique. Merci. Bruno? Alors, moi, je parlerais peut-être de transformation. Il y a un exemple là qui me vient sur les Bretonnières.
où lors de visites d'acculturation, de quartiers, de densité, etc., on amenait le collectif donc, à s'acculturer. On visitait des opérations, des habitats participatifs où il y avait du bois brut qui avait vieilli, qui avait noirci. Et donc, il y a pas mal de réactions dans le groupe. « Ah, c'est moche, c'est pas beau, tatati, tadada, le bois, vraiment, je veux pas de bois, etc. » Et d'amener finalement, à travers donc, cette acculturation et le travail avec l'agence associée, avec Pauline, finalement à travailler aussi sur une fresque du climat qui va... Enfin, voilà, tous les éléments d'acculturation et d'avancée vont faire qu'à la fin, le choix des habitants se fait collectivement sur un bois brut, non traité, qui va devenir comme celui qu'ils ont visité au préalable, qu'ils n'aimaient pas esthétiquement, mais ils ont compris finalement c'était quoi ce bois brut, ce qu'il y avait derrière. Et puis l'autre peut-être élément de transformation en négatif, c'est les larmes. Voilà, c'est des moments, des ateliers où il y a des larmes qui coulent. C'est plutôt des larmes d'émotion souvent, et je trouve que c'est aussi un moment où on rassemble vraiment tout le monde, les habitants, les architectes, les BET. Il y a toujours des petits moments comme ça un peu touchants où on touche à l'humain, et donc amener ça dans nos milieux professionnels, c'est un peu d'altérité, ça fait du bien aussi, même si ça pourrait paraître comme ça un peu triste. Comme tu dis, ça fait du bien. Alors le temps se restreint, on va essayer de répondre à un maximum de questions. Est-ce qu'il existe des organismes d'accompagnement autres que les architectes peuvent saisir? Et se pose aussi la question du démarrage d'un projet. Par exemple, il y a une personne qui a un terrain, qui voudrait faire de l'habitat participatif, mais qui ne sait pas comment démarrer. Alors, quelle méthodologie au moment de la constitution du groupe, au moment de la recherche des modes de montage? On s'adresse à qui? On fait comment? On va où? C'est difficile de faire une étude de faisabilité en 20 secondes. Hein. Avec il reste une minute. On va essayer de ne pas la faire. Alors, évidemment, je pense que le réflexe, c'est d'aller solliciter des professionnels qui peuvent aider à accompagner. Bruno a parlé du réseau des accompagnateurs. Je rappelle qu'Habitat Participatif France est un réseau national qui regroupe les acteurs de différents types, qui publie d'ailleurs des appels à manifestation d'intérêt qui peuvent permettre à des initiatives de trouver des soutiens, des financements, mais aussi surtout de la mise en lien avec d'autres projets, des centres de ressources, etc. Il y a beaucoup de matière et je pense qu'il faut s'appuyer sur ça pour essayer de monter des projets. Les architectes ne sont pas des maîtres d'ouvrage, mais ils sont sans arrêt en lien avec des maîtres d'ouvrage. Donc le fait de diffuser ce champ des possibles, de s'appuyer sur 1200 projets réalisés qui sont autant de retours d'expérience, c'est vraiment un soutien pour faire des bons choix, pour dire que c'est possible, pour aller chercher à la ressource et puis lancer des projets qui vont se nourrir d'ambition et d'énergie. Merci Pierre-Charles. Donc si j'ai bien compris, sur notre territoire, on a un retour d'expérience aujourd'hui suffisant. Il y a des sachants qui sont organisés et qu'on peut solliciter. Maintenant, pour conclure, en un mot ou 3 maximum, qu'est-ce que je dois retenir de ce que tu nous as dit? Moi, je suis enthousiaste. Enthousiaste. Pauline? Moi, je dirais l'importance de faire équipe avec un AMO. Karine? Je suis d'accord. Ouais, il faut trouver autre chose. C'est aussi le rôle de l'architecte dans le dialogue citoyen. Bruno? On évoque là. Pardon. Moi, je dirais transformation de tous les acteurs qui participent à ce genre de projet. Ça transforme tous les professionnels comme humains. Et comme accompagnateurs aussi, on est transformés. Et c'était le mot de la fin. Merci à tous. Merci. Merci.